Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France. Aujourd'hui, atelier de travail pour les municipales 2020, objectif municipal 2020, piste de réflexion avec Yannick Caroff, épisode numéro 8, ce qui reste de l'autonomie des communes en 2019, tout ce qui est aspect juridique et institutionnel. Bonjour citoyen Caroff, merci de nous recevoir. Bonjour citoyen Mishka. Donc Karov avec un V, hein, donc russe, j'imagine, la main de Poutine, du Kremlin, du KGB qui infiltre les Gilets jaunes. Non. Da. Oui, pas bien. Ok, donc c'est une blague. T'es breton Nous en fait. allons vaincre. T'es juste breton. En russe. Donc notre Juste ami breton. est C'est pas mal. breton et prof d'histoire. Et aujourd'hui, on va parler de l'autonomie des communes, ce qu'il en reste en 2019, et avec donc les aspects juridiques et institutionnels. Donc c'est pas franchement folichon, mais on va le faire. Je vous montre le plan de travail. Voilà. Donc on va commencer par une intro normale, avec des statistiques et des petites explications sur le budget. On va passer sur la première partie qui est la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale, avec deux sous-parties, l'autonomie large et puis la limitation des prérogatives de la commune. La deuxième partie, c'est la loi NOTRe ou NOTRé, la loi de mars 2015, et c'est la nouvelle organisation du territoire de la République. Et ça, c'est sous Hollande, avec comme première sous-partie instaurer l'austérité, et puis la deuxième sous-partie, suppression de la clause de compétence générale. On fera la conclusion avec deux parties aussi. La Constitution de 58 reconnaît l'autonomie de la commune. Donc ça, c'est reconnu dans la Constitution avec différents articles. Et puis, tout ça s'inscrit bien sûr dans un contexte de destruction du contre-pouvoir des maires et des communes. Voilà, on revient à notre collègue Gilet jaune. Ouais. Alors, on va commencer tout simplement par l'intro. Les statistiques, qu'est-ce qui se passe? Combien de communes en France? 35 357 communes en France. Oui. 101 départements et 15 régions. Voilà. Alors, il faut savoir que d'après alors, c'est un syndicat des maires des communes rurales, c'est ça? Non, parce qu'une fois par an à Paris, l'Association des maires de France organise un congrès. Et à l'occasion de ce congrès, Agnès Lebrun, la vice-présidente de l'Association des maires de France, donc c'était en novembre de l'année dernière, a dit plusieurs choses à la presse. Et une des choses qui est marquante pour moi, c'est qu'un maire sur deux, ils ont fait un sondage auprès des maires, un maire sur deux ne compte pas se représenter l'année prochaine. D'accord. La Un raison, maire sur deux ne veut pas donc se c'est la représenter. première chose. D'accord. Pourquoi? Donc ça veut dire que c'est aussi un enjeu d'un point de vue électoral pour Macron, mais c'est un enjeu pour tout le monde puisqu'il y aura un renouvellement fort des équipes municipales l'année prochaine. Alors, parle Pourquoi? fort parce qu'il y a Ouais. des problèmes de sonotone Ouais. en face. Hein, donc Tout à fait. Un portable qui a connu que Manif et quelques petits problèmes. Non, mais parle On fort. a pu suivre ça. Et donc, la première chose qu'elle dit, c'est qu'un maire sur deux ne compte pas se représenter. Et la raison principale, c'est le ras-le-bol des maires de ne pas pouvoir faire leur travail avec les conseillers municipaux dans les conditions. Et c'est ça ce qu'on va voir dans le live aujourd'hui. La deuxième chose qu'elle dit, c'est que à peu près 1500 maires ont démissionné entre 2014 et 2018. D'accord. 1500 maires sur les 35 000. Donc là, on est à 3 ou 5% Voilà. du nombre. Donc c'est aussi un signe de ce ras-le-bol en fait des maires et des équipes municipales. Et un des éléments qui permet de comprendre le pourquoi de ce ras-le-bol, c'est la troisième chose qu'elle dit. Le budget de 22 000 communes sur les 35 000 ont baissé en 2018. Alors justement, on va passer à la Voilà. deuxième partie de cette introduction. On va parler un petit peu budget. Une commune, elle fait rentrer de l'argent comment? Alors, impôts locaux. Oui. Bon. Donc il y a par exemple dedans la taxe d'habitation qui fait énormément polémique puisqu'elle va être supprimée par le gouvernement. Donc quid de cette taxe d'habitation qui va être supprimée et remplacée par quoi? Alors, il y a une partie de la taxe d'habitation qui allait à la commune. Voilà. Taxe d'habitation, taxe foncière, taxe sur les déchets ménagers, etc., etc. Taxe sur les surfaces commerciales. Enfin, il y a un certain nombre d'impôts et de taxes qui alimentent le budget communal.
Alors, la deuxième chose, c'est cette enveloppe voilà. de fonctionnement donnée par l'État. Oui, c'est la dotation globale de financement, De fonctionnement. pardon. Dotation globale de fonctionnement. Voilà. Voilà. Donc l'État, pour que les communes puissent assurer leur mission, lui donne une dotation globale de fonctionnement qui a été en diminution constante depuis plusieurs années, mais de manière très claire depuis 2015. De mémoire, ils avaient affiché à l'époque la volonté de baisser de 11 milliards sur 5 ans. Alors, oui, voilà, il y avait un projet. Le projet, c'était entre 2015 et 2020 de baisser l'enveloppe de 11 milliards, donc de dotation globale de fonctionnement aux collectivités territoriales, sachant que les collectivités territoriales, c'est pas seulement les communes, mais c'est aussi les départements et les régions. Mais les communes supportent plus de 50% de cette baisse des dotations. Et il faut savoir qu'en 2019, il y avait 18 700 communes qui ont eu une baisse globale de fonctionnement. Donc de cette dotation globale de fonctionnement, il y a eu 18 700 communes. Donc, et ça toujours dans l'optique de contribuer à la baisse des dépenses publiques. Dépenser moins pour payer plus d'intérêts de la dette. Parce que là, on continue à la payer, cette dette. C'est le dépenser moins en faisant plus, pour paraphraser un ancien président de la République. C'est-à-dire que ça n'a pas empêché que pendant le même temps, les communes ont de plus en plus de responsabilités et de travail à faire, mais avec de moins en moins de moyens. Et en fait, donc si on prend cette question de la taxe d'habitation qui va être supprimée d'ici la fin de l'année prochaine, et que pour l'instant l'État prétend qu'il va compenser, mais on sait que l'État prétend compenser au niveau des collectivités territoriales, et in fine il ne compense pas ou il compense insuffisamment. Ou il s'arrête de compenser au bout d'un an ou 2 ans. 2 ans, 3 ans, on a vu ça avec l'exemple du RSA et de l'aide aux personnes âgées qui a été donc déléguée de l'État vers les départements. Et il y a un certain nombre de départements, dont le département de Seine-Saint-Denis, où on est aujourd'hui, qui est en partie, il est en faillite à cause de ce genre de choses. Donc il y aura moins d'argent, moins de rentrées par les impôts locaux, d'une part, et cette baisse, donc on a dit jusqu'à 2020, va continuer, donc je ne sais plus, ça doit être... c'est forcément 11 milliards en 5 ans, on fait le calcul. Alors, au niveau du budget de la commune, impôts locaux, l'enveloppe de fonctionnement donnée par l'État, cette dotation globale de fonctionnement qui est en baisse sur 18 700 communes en 2019. Et la troisième partie, ce sont les emprunts. Oui. La commune peut aussi emprunter, et ça sera le sujet d'une autre vidéo, etc., d'une autre piste de réflexion sur les emprunts, l'argent, etc. Oui. Alors, nous avons fini l'introduction, nous allons passer à la première partie. La loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale. Ça nous ramène finalement à l'entretien qu'on avait eu avec Marion Sigaud en 1787. Les communautés villageoises sont remplacées par les municipalités. C'est ça. Et là, on se retrouve 100 ans après. C'est gravé dans le marbre, c'est la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale. C'est ça. Et on va écouter, ça, c'est l'esprit de cette loi qui demeure. Alors, tu l'as trouvé à la Bibliothèque nationale ou la Bibliothèque de Paris? Sur Gallica, oui, c'est ça, tout à fait. Donc, la Bibliothèque nationale de France, BNF. Et donc, on a stabiloté, on a regardé ça, et on a stabiloté, on a travaillé. Et effectivement, il y a la Révolution française instaure une nouvelle organisation territoriale. Les départements sont créés, les régions pas encore, ça c'est beaucoup plus après. Et donc les communes avec l'élection au suffrage universel direct de l'équipe municipale. Et simplement, donc là on est un siècle après, on est dans la loi du 5 avril donc 1884, appelée loi municipale ou loi sur l'organisation municipale, où en fait on fixe, comme tu dis, dans le marbre, l'élection du conseil municipal, ses prérogatives, ses droits, ses devoirs, les limites à son pouvoir, etc., etc. Il y a un certain nombre de choses qui sont définies dans cette loi, qui ne sont plus valables dans les détails, mais en termes de principes, qui sont toujours vrais actuellement. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par étudier cette loi-là, pour comprendre le cadre juridique, institutionnel, dans lequel le conseil municipal et la mairie, la commune, est créé en fait. Donc, pour comprendre en fait les tenants et les aboutissants de ce contre-pouvoir, contre-pouvoir communal, mais limité.
C'est ça, qui dit contre-pouvoir dit autonomie, capacité à faire par eux-mêmes. Donc ils ont un budget propre, on en a discuté, avec les impôts locaux, mais qui dit effectivement contre-pouvoir dit une autonomie. Et c'est ce qu'on va voir, une autonomie, disons, avec quelques contraintes, et à force de regarder ces contraintes, on peut dire que l'autonomie est relative. Alors, l'autonomie, on va commencer tout simplement par l'article 61 de cette loi du 5 avril 1884. Ouais. Tu veux la lire ou on fait juste le résumé dessus? Bon, on va plutôt faire le résumé. Bon, enfin non, on peut lire là, juste... c'est rien de révolutionnaire, mais c'est juste pour montrer que est instaurée quand même l'idée que la commune s'occupe de tout ce qui concerne son territoire. Alors, le maire et le conseil municipal règlent les affaires de la commune. Ils ont un rôle exécutif sur les affaires de la commune et consultatif sur les affaires impliquant les échelons supérieurs. Voilà, donc en fait, il émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local. Donc bref, c'est son territoire et il s'occupe de tout, absolument de toutes les affaires au niveau local. Et tout ce qui est décidé à un échelon supérieur, le département ou l'État, et qui a une incidence sur les affaires de la commune, son avis doit être consulté avant. Donc cet article 61, qui est le chapitre 3, attribution des conseils municipaux, donne un champ large d'attribution au niveau local. C'est eux qui gèrent au niveau local et personne d'autre. Alors ça, c'est repris à l'article 70 et l'article 98. Qui le précise. Au niveau, donc il nous explique que le conseil municipal s'occupe du social, de l'économique, du juridique, de la voirie, de la salubrité, du transport, du stationnement, de la sécurité. Il y a un champ finalement dans cet exécutif qui est très large au niveau local. Oui, c'est ça, c'est-à-dire on aurait pu avoir un système où à chaque échelon on donne une compétence, la compétence sociale par exemple aux communes, je dis un truc au hasard, compétence économique au département ou aux régions, et puis au niveau du département, la compétence sécurité et salubrité publique, par exemple. Non, 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 c'est que dans cette loi est défini le fait que la commune s'occupe de tous les domaines. Par exemple, vous avez déjà entendu parler des CCAS, donc c'est l'action sociale au niveau communal. Donc voilà un exemple de ce que fait ou peut faire la commune au niveau de l'action sociale, mais c'est également la voirie, donc l'entretien des routes, c'est également la sécurité sur la commune, c'est également le transport des enfants pour l'école, c'est l'entretien des bâtiments des écoles primaires, c'est le périscolaire, c'est bref tout ce qui concerne la vie municipale, la vie des habitants de la commune, tout et absolument tout. Donc ça c'est précisé effectivement dans l'article 70 qui liste un certain nombre de choses, et je crois qu'il y a un autre et l'article 98 qui liste, etc. Donc ce qui permet en consultant ces trois articles-là de dire voilà, il y a un champ large d'application qui est donné à la commune, et quand on parle d'une autonomie de la commune, c'est pas se fourvoyer, c'est pas dire non plus que la commune n'est rien sous le nouveau régime depuis la Révolution française. Alors, elle est quelque chose quand même. Il y a un point intéressant, c'est l'article 121. La commune peut se retourner contre l'État. La commune est une personnalité morale et juridique propre. C'est ça. Et donc, elle peut se retourner contre l'État. Et là, il y a 5 maires du 93 de Seine-Saint-Denis qui l'ont fait. La source est Le Parisien du 7 septembre 2019. Eux, tout simplement, ces 5 maires du 93 ont saisi le tribunal administratif pour une action en responsabilité contre l'État. C'est ça, on est dans le chapitre 2, donc des actions judiciaires, et ça c'est extrêmement important. On parle de contre-pouvoir. Qui dit contre-pouvoir dit qu'on reconnaît que la commune est un pouvoir à part entière, comme le Parlement est un pouvoir à part entière, le Sénat, etc., dans la conception de la séparation des pouvoirs. Et donc le fait de lui donner une personnalité juridique et morale, ça lui donne un statut où la commune peut attaquer un particulier, une entreprise, l'État, le Sénat, le Parlement, bref, peut attaquer n'importe qui. Aussi, elle peut être attaquée, puisque c'est une personnalité juridique. Donc voilà. Mais ça, c'est extrêmement important parce que quand on parle d'une autonomie, il faut qu'il y ait cette personnalité juridique et morale. S'il n'y a pas ça, c'est une autonomie qui n'existe pas. Donc là, le fait que ce soit inscrit dans l'article 121 de la loi municipale de 1884, ça va définir justement cette autonomie. Ok, donc ça, on a fini la première sous-partie de cette première partie. Donc sur la loi du 5 avril 1884, de l'importance de cette loi-là, parce que même s'il y a eu des modifications, l'esprit de la loi reste et sert de base. Là, la deuxième sous-partie, là, c'est la limitation des prérogatives de la commune. Et on a un certain nombre d'articles, on va les lister.
Mhm. On commence par l'article 63. Ouais, juste pour ceux qui suivent et pour qu'ils comprennent ce qu'on essaye de faire là, c'est que les municipales de 2020, pourquoi c'est important? C'est que c'est un contre-pouvoir, donc c'est un levier contre un système qui nous oppresse. Mais qui dit que c'est un contre-pouvoir, il faut comprendre en quoi c'est un contre-pouvoir et en quoi il y a une volonté dès le départ de limiter ce contre-pouvoir pour pas qu'il puisse déborder. Ils ont bien compris ça à l'époque et effectivement dès 1884, en fait, ils vont mettre un certain nombre de bémols à ce contre-pouvoir ou à cette autonomie et c'est ce qu'on va voir là. Alors il y a des choses qui moi me choquent pas, comme le premier, l'article 63 qui dit que les lois au niveau national sont au-dessus des décisions du conseil municipal. Moi personnellement ça ne me choque pas plus, mais il y a d'autres choses qui sont plus, disons, contestables. Alors, donc là, l'article 63, les lois de la République sont au-dessus des décisions du conseil municipal. Ok. Il y avait un autre point, c'est que le maire est représente sa commune et le conseil municipal et représente en même temps l'État. C'est ça, il y a une double casquette, ce qui pose question, c'est-à-dire qu'il est élu par le conseil municipal et donc il représente la commune, mais il représente également l'État au niveau local. Alors ce qui pose une question, puisque normalement il y a quelqu'un qui s'appelle le préfet qui représente au niveau du département l'État. Donc pourquoi avoir la nécessité que le maire soit représentant au niveau local de l'État? Bon, ça pose question. Peut-être pour appuyer la centralisation de l'État. Ça veut dire qu'il est redevable aussi devant l'État? Point d'interrogation, le maire? Pas d'un point de vue juridique, hein, mais d'un point de vue moral. D'un point de vue moral. Seulement le maire et le préfet peuvent convoquer le conseil municipal. Voilà. C'est l'article 47. C'est-à-dire que le préfet, qui n'est pas élu, peut convoquer le conseil municipal. Parce que là, on parle bien du maire et du conseil municipal. Donc, après, on peut critiquer, et c'est critiquable, le suffrage de représentativité. Mais en tout cas, c'est les gens qui habitent la commune qui votent pour un conseil municipal et donc le maire. Là, c'est le préfet non élu, désigné par l'État, qui peut convoquer le conseil municipal de la même façon que la personne qui est élue. Ok. L'article 68, certaines décisions du conseil municipal doivent avoir l'accord du préfet pour être actées. Voilà. Par exemple, les emprunts. Voilà. Des emprunts, entre autres, à long terme. Donc, il y a toute une explication en annexe de la loi municipale qui explique que les emprunts d'une certaine importance et à long terme doivent être validés par le préfet avant que, quand ils ont décidé quelque chose au conseil municipal, ça doit être, pas toutes les décisions, mais certaines décisions doivent être validées par le préfet. Oui. Alors, n'oublie pas de parler haut parce qu'on a beaucoup d'auditeurs qui ont des problèmes de sonotone. Voilà. Décision. Alors, on a 3 articles là. L'article 145, l'article 99 et l'article 110. Concernant les décisions du préfet qui sont supérieures aux décisions du maire et du conseil municipal. Voilà. L'article 145, c'est par rapport au budget. Voilà. L'article 99 par rapport à la salubrité et l'article 110 par rapport à la vente des biens de la commune. Voilà. Donc là, il y a le préfet, la décision du préfet, qui l'emportera toujours par rapport aux décisions du conseil municipal et du maire. Pour être très clair, vous avez un conseil municipal qui se réunit au moins une fois par an pour décider par rapport au budget. Ils actent un budget et ça doit être validé par le préfet. Si ce n'est pas validé par le préfet, ils doivent de nouveau plancher sur un budget et reproposer un budget. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une contrainte très stricte. Et donc tu as rappelé sur d'autres domaines comme la salubrité et la vente des biens de la commune. Donc ils décident pas, ils peuvent pas décider comme ça de vendre leurs biens comme ça. Très bien. Il y a le dernier article qui nous intéresse, c'est l'article 136. L'État impose des dépenses obligatoires à la commune. Tout à fait. Donc là, il y a des choses dedans qui sont contestables et des choses qui ne sont pas contestables. L'État impose aux communes de s'occuper de l'état civil, donc elle doit consacrer une partie de son budget à la gestion des affaires courantes concernant l'état civil, par exemple. C'est une des missions qui est donnée aux communes. Mais ça veut dire qu'il y a un certain nombre de dépenses qui sont contraintes à la commune et imposées par l'État. Les taxis des villes, par exemple. Pardon ? Les taxis des villes, des communes. Tout à fait. Le fonctionnement des taxis. Et puis, est-ce que les services des bus scolaires est à la charge aussi des communes ? Oui, c'est eux qui doivent s'occuper en fait de. Alors après, des fois. Du ramassage scolaire. Du ramassage scolaire, tout à fait. Alors des fois, ça peut être fait à un échelon intercommunal aussi. Ça dépend. Voilà.
Ok. Ok. Donc ça, c'était la première partie, la loi du 5 avril 1884 sur l'organisation municipale. Même s'il y a eu des modifications depuis lors, l'esprit de la loi reste là. C'est ça. On en était jusqu'en 2015 à cette loi-là, grosso modo. Et puis, mars 2015, la loi NOTRe ou NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République. Ouais. Alors, il faut, voilà, c'est le modernisme, hein, et on a Hollande qui fait passer cette loi. Oui. Elle est adoptée sous Hollande. Grosso modo, c'est une destruction en fait de ce contre-pouvoir de la commune, acté par cette loi. Il faut savoir que on est sur une tendance lourde qui est voulue par l'Europe de transformer les 35 357 communes de France en intercommunalités, 6000 intercommunalités, pour l'instant il y en a 1258, de faire disparaître les départements, ça c'est acté pour 2021, C'est ça. donc de 101 départements à plus de départements, de réorganiser les régions, on était à 22 régions, on est passé à 15, par exemple les Normandies qui font plus qu'une, Champagne, Ardennes, Alsace-Lorraine. et d'instaurer la couche métropole, c'est-à-dire des zones urbaines de plus de 400 000 habitants, et il y en a 21 en France, hein, de ces métropoles, donc avec statut spécial pour Paris et Marseille. Vous imaginez bien ce que ça fait, plus de 400 000 habitants au niveau concentration de population, mais aussi de services, de richesses, etc. Et là, c'est intéressant de rebondir par rapport à l'interview que nous avions fait avec Youssef Indy sur la tentation des élites de se couper du reste du territoire. Finalement, c'est gueux, etc. Pourquoi leur financer du service public? Pourquoi leur financer des hôpitaux, etc. Ils y arrivent bien et on est déjà en désert médical sur une grande partie de la France, même très près de Paris. Et on a la tentation de ces élites. Finalement, comme ils se disent, on a les aéroports. On est connecté au reste du monde. On a la majorité des cadres et des médias, etc. et du pouvoir politique. Finalement, pourquoi pas faire des cités-États à la Singapour et puis laisser crever le reste de la population. Et donc c'était le petit bémol de Youssef Indy, donc je crois que c'était l'épisode 6, par rapport au municipalisme libertarien, faire attention, ne pas aller trop loin et à alimenter en fait la sécession des cités-États, de ces métropoles sous forme de cités-États, avec un exemple de ce qui se passe en ce moment à la mairie de Paris en fait. Ouais. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que correspond à cette élite hors sol, qui n'est pas patriote mais globaliste, une conception du territoire. Et qu'ils imposent cette conception du territoire. Et ça, c'est extrêmement important. Tu as parlé de cité-État, c'est tout à fait l'idée. Et c'est, dans leurs termes à eux, ils parlent de compétitivité. Ils parlent de territoires qui sont compétitifs dans la mondialisation. Donc il faut des territoires qui soient attrayants, qui attirent. Et en fait, concrètement, dans notre pays, c'est des territoires, donc les métropoles, qui aspirent autour et qui dessèchent à côté. Et le mouvement des Gilets jaunes, avant d'être un mouvement urbain, désolé de le dire, moi je suis un urbain, mais avant d'être un mouvement urbain, c'est d'abord un mouvement en fait des campagnes, de la périphérie, etc. Et c'est justement en fait ce qu'on est en train d'assécher, c'est eux qui se sont levés et qui ont mis le gilet jaune. Donc en fait, dans l'essence, les Gilets jaunes sont contre ce projet de métropolisation qui a été acté institutionnellement dans la loi NOTRe, nouvelle organisation du territoire de la République. Alors, donc ça, c'est absolument important de comprendre que cette loi NOTRe a pour but d'économiser 11 milliards d'euros. Oui. Donc c'est un prétexte d'économie, hein, Oui, remise en cause de l'organisation territoriale pour des économies. Alors, nouvelle carte des régions. Et on a été complice de ça parce qu'on nous a servi une soupe qui a plus ou moins bien marché, le millefeuille territorial. C'est-à-dire qu'on nous a dit, mais regardez, il y a plein de couches, sous-couches au niveau local, départemental, régional, on s'en sort plus, faut simplifier tout ça, etc. On coupe dans tous les sens, le département exit et on transforme ces communes en super communes, donc on va diviser par 6 le nombre de communes. Réduire le nombre des communes, voilà. Plus compétitif, moins d'argent, vous contribuables, vous comprenez bien que le millefeuille territorial, on ne peut pas continuer, c'est une chose du passé, etc. Dans le monde moderne, ça ne fonctionne pas comme ça. Et passer à l'intercommunalité, voilà. Hein, c'est ça. Mais derrière, c'est bien un objectif de détruire et l'État-nation et une organisation territoriale que, quoique imparfaite, reposant sur l'équipe municipale comme contre-pouvoir au niveau local. C'est ça qu'ils veulent détruire.
Parce que quand une métropole veut être compétitive, ça veut dire quoi? Elle va sur les marchés financiers emprunter de l'argent. Elle n'est plus dans une mission de service public. Ils appellent ça au niveau européen service d'intérêt général ou d'intérêt généraux. On n'est plus dans le bien commun, on n'est plus dans le service public, on n'est plus dans ce qu'on appelle la péréquation. C'est-à-dire si vous avez dans un département, dans une région, donné une zone plus riche et une zone plus pauvre, ben on prélève par l'impôt et on équilibre entre les deux, la péréquation. On n'est plus là-dedans. On est dans une politique de désaménagement du territoire voulu. Voilà. Est-ce que c'est pas la mise en place des euro-régions? Exactement, c'est exactement. C'est la mise en place des euro-régions. Une euro-région, c'est basé sur une métropole à dimension européenne, comme Strasbourg par exemple, ou comme Lille. C'est ça, des euro-régions, c'est avec les métropoles, etc. Et les gens vivent déjà ça. Les gens qui sont à Rennes, ils voient le TGV arriver maintenant plus rapidement qu'avant, ils voient une nouvelle gare à Rennes, mais ils voient en fait tout un trafic immobilier, toute une vallée du numérique, tout un monde où en fait Rennes est à 2 heures de Paris et vous avez une sorte de... Bordeaux, ils voient pareil ça. Pourquoi les Bordelais se sont levés en disant les prix de l'immobilier sont en train d'augmenter? Parce qu'on est en train de boboiser Bordeaux dans ce concept d'une métropole bordelaise qui se vend à l'international. Lyon, c'est pareil. Donc, si vous voulez, c'est au détriment même de... C'est con de le dire, mais au détriment même comment dire, la culture et du patrimoine local de Marseille, de Lyon, de Bordeaux, de Rennes, etc., etc., etc. Alors, cette loi Notré, la première partie, c'est instaurer l'austérité imposée par Bruxelles. Voilà. Bruxelles veut des économies, veut un déficit sous contrôle. On est très, comme une vache, on est très pour payer les intérêts de la dette. Et ces intérêts, c'est 42,1 milliards d'euros pour 2018, second poste de dépenses de l'État. On ne touche pas à la dette. La dette, c'est 2400 milliards d'euros. Ouais, ouais. Le PIB doit être à un peu plus de 2000 milliards d'euros. Donc, la Hollande l'avait dit à l'époque de la loi Notré en 2015, 50 milliards d'économies en 5 ans. Pour entrer sous les clous de moins 3% du PIB. Ok, donc on va faire le compte. Dit, hein. On va faire le compte, les amis. Moins 18 milliards de dépenses de l'État. Donc c'est le gel le point d'indice du fonctionnaire, ça commence par là, pour économiser 18 milliards d'euros, c'est le gel du point d'indice des fonctionnaires, c'est moins de services publics. Premier point, moins 18 milliards d'euros. Deuxième point, moins 10 milliards d'euros dans l'assurance maladie. Suppression de personnel, généralisation des remboursements de certains médicaments, généralisation des soins ambulatoires, etc. On l'a tous, soit personnellement, soit dans la famille, on en a subi les conséquences. Au niveau des urgences, les collègues infirmières en urgence qui ont des charges de travail qui ont augmenté, qui continuellement d'augmenter, et par contre il n'y a pas de nouvelle embauche. Donc tout se fait, ils peuvent le faire à 12, ils vont pouvoir le faire à 11. Et ça ils le retrouvent complètement aussi chez les pompiers. Vous pouvez le faire à 11, vous allez pouvoir le faire à 10. Voilà. C'est ce qu'ils font déjà dans la fonction publique, et peut y mettre aussi le télétravail. De plus en plus, le télétravail se met en place. Et ça, c'est quand même peut-être aussi une chose intéressante au niveau embouteillage, pollution, stress évité, si tu es à la maison pendant quelques jours pour faire du télétravail. Bon. La troisième partie, c'est moins 11 milliards d'euros dans la protection sociale. Voilà. Donc, c'est le gel du point retraite, l'assurance chômage. On est dedans, hein. On est dedans. Voilà, moins 11 milliards d'euros. Et puis, moins 11 milliards d'euros dans les dépenses des collectivités territoriales, dont plus de 50% à la charge des communes, pour baisser effectivement la dotation globale de fonctionnement des communes, des départements, ils vont disparaître, et des régions. Donc là, sur 18 700 communes, ils ont eu une baisse des dotations globales de fonctionnement. On en parlait en introduction. Donc là, on instaure... d'une enveloppe globale de baisse de 50 milliards 2015-2020. Donc ça court jusqu'à l'année prochaine. Qui à l'époque était ministre de l'économie de Hollande et qui à l'époque, si ce n'était pas le cas, en 2015, si c'était le cas, je crois qu'il était ministre de l'économie, c'était Macron. Donc en fait, on Fais-nous est rêver. déjà Donc je rappelle, l'objectif de dérouler toute cette chose-là, c'est que les élections municipales de l'année prochaine sont comme un acte de résistance par rapport à toute cette folie et ce rouleau compresseur, où en fait ils veulent détricoter nos communes. Donc là, on n'oublie pas, on a des intérêts de la dette à payer, 42,1 milliards d'euros. Là, ils en ont trouvé 50 milliards d'euros jusqu'en 2020.
Ils sont en train de tout foutre en l'air et ça serait tellement simple pour nos politiques d'assumer leur rôle de politique et d'aller vers la banqueroute ou le défaut de paiement. Il faudrait qu'ils retrouvent les 2 petites boules au fond de leur slip et à mon avis, ils sont pas prêts de les retrouver. Alors, les amis, on va arrêter de parler biologie et on va passer à la deuxième partie de cette loi Notré. Et c'est peut-être le point le plus vicieux, en fait. C'est qu'au-delà d'instaurer l'austérité et la baisse des dotations globales de fonctionnement pour les communes, c'est la suppression de la clause de compétence générale pour la commune et le département, parce que le département va disparaître aussi. Le département, il n'y a plus en avoir. Il va avoir des intercommunalités, mais la suppression de la clause de compétence générale. Qu'est-ce que c'est que cette clause de compétence générale? C'est dans le code général des collectivités territoriales. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ils veulent le supprimer? Alors en fait, il y a une bonne nouvelle d'abord, commençons par ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi, grâce à une résistance assez forte des conseillers municipaux de toute la France et des maires entre autres, ils n'ont pas réussi à enlever cette clause générale de compétence aux maires. Et ils ont réussi à l'enlever par contre au département. Donc, mais à l'époque, c'était l'idée de l'enlever à tout le monde. Alors c'est très simple, c'est de dire, vu que vous représentez les habitants de votre commune, vous représentez l'intérêt général de l'ensemble de la population. Et au nom de cet intérêt général, vous avez une clause de compétence générale. C'est-à-dire vous avez des compétences particulières, propres, qui sont liées au fait que vous occupez des affaires de la commune, vous l'équipe municipale, mais au nom de l'intérêt général, vous avez une clause de compétence générale. Donc on peut prendre des décisions... De prendre des décisions qui ne sont pas listées dans vos prérogatives selon la loi, mais ce n'est pas illégal parce que vous avez une clause de compétence générale qui dit au nom de l'intérêt général, parce que vous êtes un pouvoir à part entière au niveau local et vous devez gérer l'intérêt général au niveau local et l'intérêt général. Donc au nom de ça, vous pouvez prendre des initiatives, et même des initiatives financières parfois, au nom de l'intérêt général. Après, il faut peut-être le justifier, mais voilà. Quand on met fin à cette clause de compétence générale, on dit à l'équipe municipale, tu rentres dans tes rails, tu rentres dans ta compétence propre, fixe, avec tes prérogatives, t'en sors pas. Et on rentre dans une maladie très française, moi j'appelle ça le fonctionnariat. Les gens se définissent par une fonction et ils disent j'ai appliqué les textes. Comme par exemple à Rouen, hein, ils sont tous en train de se renvoyer la balle des responsabilités. J'ai appliqué le texte. Ah mais moi j'ai appliqué le texte. Ah mais moi j'ai appliqué le texte. Et en fait derrière on se cache la question de la responsabilité individuelle mais la responsabilité aussi institutionnelle. On se cache derrière ah j'ai respecté les textes, j'ai respecté la compétence et les prérogatives propres qui me sont données. Une clause de compétence générale, c'est de rétablir que le principe de l'intérêt général est au-delà des compétences propres de l'administration locale. Cette mission qui est confiée aux élus, c'est d'être responsable en toutes circonstances pour l'intérêt général de la population et, en cas de besoin, être capable de débloquer des fonds et sortir de ses prérogatives. Et là, en fait, c'est supprimer ça. Et donc, finalement, c'est dégrader le statut du maire et du conseil municipal et finalement les transformer juste pour qu'ils appliquent en fait les règles imposées d'en haut, imposées à des échelons supérieurs. J'ai envie de dire des serviteurs serviles de l'État. Des valets serviles. Voilà. On pourrait critiquer, et là je conseille de reprendre tout le travail qu'a fait Marion Sigaud sur disons les communes avant la Révolution française. Les communautés villageoises. Les communautés villageoises. En tout cas j'aime bien le mot commune, parce qu'il y a quand même ce mot commun dedans. Mais en tout cas, il y a un point commun entre l'ancien régime et le nouveau régime, c'est que de facto, les équipes municipales ou les équipes communales ont été et restent toujours un contre-pouvoir. Et ça reste après limité, etc. Ok, tout ce qu'on a vu. Et là, la clause de compétence générale, ça ouvre aussi le fait que, au nom de l'intérêt général, moi et mon équipe, nous n'avons pas pu faire ce qu'il faut faire parce que l'État nous a empêchés, on peut attaquer en justice l'État. Et ça, c'est pas passé. Et ça, la clause de compétence générale, si on met fin, non, on en fait juste j'applique. Alors, pour les municipalités, c'est pas encore passé. Pour le département, c'est passé. Parce que effectivement, la Notré au départ, il voulait faire pour les départements l'enlever, pour les régions l'enlever, pour les communes l'enlever. Et grâce à la résistance des maires et des équipes municipales en nombre à l'époque, en 2015 et en 2016, ils n'ont pas pu, pour calmer les ardeurs des équipes municipales, ils n'ont pas pu enlever cette clause de compétence générale. Ça veut dire que les maires et les conseils municipaux de l'époque avaient bien compris l'importance politique de cette clause de compétence générale. Ils se sont bien mobilisés, ce qui montre que du coup en 2020,
être au municipal permet en fait de vraiment avoir un levier de résistance encore, et de rester un contre-pouvoir encore, même si c'est limité. Voilà. Ok, bon. Je voulais dire comment c'est qu'un maire sur deux, est-ce que ça peut pas avoir des influences sur les intentions globalistes du gouvernement, qu'un maire sur deux ne compte pas se représenter? C'est-à-dire un maire sur deux oui. ne compte pas se représenter au parce qu'il y a un ras-le-bol, oui. Parce que justement, ils veulent enlever la clause de compétence générale. Ils sont complètement là-dedans dans une bataille où en fait, ils sont au quotidien, l'équipe municipale, en train de se batailler avec le préfet qui essaye tout le temps comme le vendeur d'encyclopédie que vous voulez pas voir chez vous, là, qui ouvre la porte et qui constamment bloque avec son pied pour rentrer et qui insiste. Donc ça c'est le rapport avec le préfet, donc l'État. Et de plus en plus de choses à faire au niveau social, au niveau du quotidien, de l'entretien des routes, de tout ça, avec de moins en moins de moyens en fait. Donc on se retrouve avec une équipe municipale qui doit, avec 3 bouts de ficelle et 4 bouts de bâton, gérer des communes entières. Et la plupart des 35 578 communes, c'est beaucoup de petits villages, petites villes et villages. Pas le Valois-Perret de M. Balkany. Alors, le Valois-Perret, Balkany, énorme. C'est une commune, hein. Clause de compétence générale pour le bien commun. Voilà. En conclusion, on va parler en fait qu'il y a une résistance au niveau de la Constitution, parce que la Constitution 58, laquelle, enfin c'est la loi au-dessus des lois, hein, on vit sous cette Constitution-là de 58, reconnaît en fait l'autonomie de la commune. C'est ça, c'est-à-dire qu'on est face à un paradoxe, c'est que cette loi Notré et cette attitude de l'État pour stériliser l'action municipale est en contradiction même avec l'état d'esprit de la Constitution. Alors on peut la critiquer, la Constitution, on peut même se dire tiens on va la réécrire, etc. Il y a beaucoup de choses. On est bien passé pour ça voilà. en tant que constituant, mais... Voilà. L'article 34 énonce différentes choses, et entre autres, la chose suivante... La loi fixe également les règles concernant le régime électoral des assemblées parlementaires, des assemblées locales, etc. et la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources. Ça, c'est important. Donc tout est dit là. La Constitution reconnaît la libre administration. C'est toute cette question de l'autonomie qu'on a développée, qui est attaquée par la loi Notré. La libre administration des collectivités territoriales, des compétences, de ses compétences et de ses ressources. Donc le principe est là, mais il est bafoué. On pourrait critiquer la Constitution à bien aspect, mais là au moins c'est instauré, c'est dit, article 34. Dans l'article 72, ils reviennent sur le statut des collectivités territoriales, ce qu'elles sont, etc. On ne va pas rentrer en détail, mais en gros l'article 34, avec ce que je viens de vous lire, plus l'article 72, consacre l'autonomie des collectivités territoriales remis en cause par la loi Notré. Et là, on parlait des articles 34 et 72 de la Constitution de 58, ouais. La Constitution actuelle. Et donc, là, ce qu'on voit finalement en conclusion, c'est la destruction du dernier contre-pouvoir, le contre-pouvoir des maires et des communes, sous prétexte d'austérité, de réduction du déficit, de modernisation, de etc., compétitivité des territoires. Et donc, on fait face à un racket fiscal, on fait face à une mafia bancaire et oligarchique qui pille les richesses du pays avec la complicité des politiciens et des médias. Et dans cette destruction en fait de notre pays et dans le pillage de notre travail, on retrouve le contre-pouvoir des maires et des conseils municipaux qui est en train d'être détruit par l'application de la loi Notré. Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça, c'est pas quelque chose qui est mis en évidence, pour que vous commenciez à comprendre un peu le truc. Rappelez-vous comment Macron a fait son débat national. Il est passé par les maires, il a rencontré surtout des maires. Ça devrait vous titiller. En fait, plus qu'un contre-pouvoir au niveau local, les maires, c'est un réseau, et les équipes municipales, c'est un réseau de gens au niveau des territoires qui définissent la politique, ou le débat politique. Et les institutions au niveau étatique doivent reposer sur ce maillage-là. Donc, c'est pas le maillage des loges franc-maçonnes qui détermine le... Non. Non, sûr. Bien sûr. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas oublier que les équipes municipales, ce sont encore les rares politiques
sont respectés par la population, parce qu'ils sont au plus près de la population. Donc Et- on n'est et- pas dans l'ingénierie sociale, on est dans la réalité. Même s'il y a des maires corrompus, on ne va pas en citer, on en a déjà cité un tout à l'heure. Mais l'intérêt du maire et de son mais- équipe, c'est qu'on sait où est-ce qu'ils habitent. Mais la plupart du temps, on sait la plupart du temps, c'est dans les petites villes et les villages, on sait où il habite. Il est redevable concrètement devant les habitants. Le conseil municipal, c'est quelque chose qui est ouvert. Beaucoup des villes et villages, ce sont des gens comme vous et moi, en fait, qui se présentent au conseil municipal sur des listes qui ne sont pas de listes de partis politiques. Des Ou alors listes c'est plusieurs citoyennes. partis, Voilà. de gens de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, qui cohabitent ensemble, parce que de toute façon ils habitent ensemble, et qui se présentent au municipal. Donc souvent ça c'est la réalité du terrain. Et ça remmerde bien les gens en place. Mais- Parce que quand on a des partis avec des gens bien ciblés, etc., on peut manipuler les uns les autres. Là on est dans autre chose. Et ce réseau de 35 000 communes, ça veut dire 35 000 maires. Mais ça veut dire derrière, vous imaginez, une équipe municipale, c'est 10, 15, voire des fois jusqu'à plus de 90 conseillers municipaux. Mais donc vous imaginez bien que c'est 150 000, 200 000 Français et Françaises qui sont au quotidien impliqués en fait dans la vie municipale, dans les affaires communes. Donc quand on parle de résistance en général et de résistance dans ces municipales 2020, c'est pas une façon de parler, c'est vraiment un levier qui emmerde les gens en place. Et donc il y a une volonté juste que ce soit, comme on dit comme on disait à une certaine époque, que la commune soit une chambre d'enregistrement des décisions du préfet. Mais ce n'est pas ce qu'est la commune actuellement. Voilà les amis, merci pour ce mot de la fin. Vous êtes la résistance, vous regardiez Objectif municipal 2020, piste de réflexion avec Yannick Caroff, avec 2 F, monsieur et Breton. L'épisode numéro 8, ce qu'il reste de l'autonomie des communes en 2019, aspect juridique et institutionnel. Force et honneur, on ne lâche rien. Aouh!